Assez rapidement, on a tous compris, les journalistes sur place, on a tous compris que la question ne se pose plus si on va se faire arrêter. On va se faire arrêter, la question c'est de savoir quand. Tous les jours, quand je sors de chez moi, tout d'abord je prends la balise de détresse satellite. En cas de coupure du réseau internet, ça me permettra d'envoyer ma localisation. Après, avant chaque manifestation, je prends par précaution une petite pharmacie avec moi. C'est un rituel qui est devenu automatique. Pour ce reportage, je ne mettais pas mon gilet presse parce qu'il fallait que je sois presque invisible. Ayant un gilet presse sur soi, on devenait tout de suite les cibles de forces anti-émeutes et la police. J'ai suivi une étudiante. Au bout d'un moment, j'apprends qu'elle s'est fait arrêter par un message qu'elle envoie à son ami, que je tournais également, et avec un seul mot, arrêté. Et grâce à sa localisation partagée, on a pu savoir dans quel commissariat elle se trouvait ce soir-là. Mais finalement, après 24 heures, elle a été transférée dans une autre prison et c'est uniquement après 48 heures qu'on a appris que finalement, elle était à 60 km de la capitale. Quand on tourne près de commissariats ou de centres de détention, il faut être discret. Donc, on ne peut pas sortir le matériel professionnel, les caméras, les micros, etc. Donc, je tournais avec mon téléphone que je devais tenir vraiment collé pour qu'il ne soit pas aperçu par les forces de l'ordre. Et finalement, c'est comme ça, j'ai passé presque 5 heures devant ce commissariat où se trouvait Nastia ce soir-là. Pour ce reportage, j'ai décidé aussi de retourner dans ma ville natale qui se trouve à 200 km de la capitale. Il faut savoir que j'ai passé principalement 2 mois à Minsk parce que j'avais quand même peur de quitter la capitale où il y avait tous mes confrères locaux et étrangers et personne ne saura où je me trouve, qu'est-ce que je deviens. Finalement, j'ai pris quand même cette décision. Je suis parti uniquement pour 24 heures. Dès qu'il s'agit d'interviewer les victimes de torture et de violences, c'était très compliqué, surtout au début, parce que déjà c'est une tâche difficile psychologiquement pour les journalistes, mais surtout pour les personnages. Donc au début, ils avaient quand même peur de parler à visage découvert. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont vu le nombre de personnes torturées qui sortaient des prisons, qui partageaient leur histoire à visage découvert, c'était de plus en plus possible parce qu'il disait, voilà, si on ne parle pas, personne ne saura ce qui se passe aux portes de l'Europe. Je me souviens le soir de l'élection quand on partait à cette manifestation sans internet, mes collègues commençaient à mettre les gilets pare-balles et je me suis dit que voilà, ce n'est plus mon pays, c'est vraiment presque, on est dans un pays en guerre. Pour moi, de m'équiper d'un gilet pare-balles était nécessaire après ces annonces faites par le ministère de l'Intérieur. Ils sont prêts, si besoin, de tirer à balles réelles sur les manifestants, mais aussi sur les journalistes, parce que les journalistes sont ciblés, les journalistes se font arrêter tous les jours. C'est une machine à laver, comme on appelle avec les collègues. Il y a des gens qui sortent, qui partent, mais il y a les nouveaux qui arrivent. Et malheureusement, il n'y a pas de signe que la répression sur la presse va s'affaiblir. Avant de quitter le Bélarus, j'ai dû laisser un disque dur dans un endroit sécurisé pour notamment me protéger en passant la douane, parce que c'est pas uniquement mes données, mais c'est surtout les données des autres, de mes personnages. Il y a beaucoup de témoignages qui ne sont pas aujourd'hui publiés, que je veux garder en sécurité pour un moment.